Merci beaucoup, chers collègues. Premièrement, je voudrais vous remercier pour cette opportunité de présenter mes réflexions. C'est une présentation qu'on a fait ensemble avec Marina Tcherkovets, mais je vais présenter ce sujet toute seule aujourd'hui. Bon, c'est un sujet assez spécifique et trois. On va parler des mesures qui sont liées à la politique budgétaire et les mesures qui étaient proposées pour augmenter le niveau de bien-être de la population en Russie. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que nous sommes tous professeurs ici et moi, j'ai un étudiant qui est très actif en tant que sa position civique et très souvent, il articule ses phrases dans la manière suivante. Il faut qu'on s'appuie sur les valeurs humanitariennes générales. Donc moi, je vais procéder juste comme mon étudiant et je veux parler premièrement des populations. Je veux parler des gens. Donc tout ce que passe aujourd'hui doit être vu de deux points de vue. D'un côté, il faut parler des mesures de soutien ciblées. De l'autre côté, on peut parler des mesures liées à la politique budgétaire. Et donc, si on parle de la structure de notre présentation, d'abord, je voudrais parler des indices généraux qui sont liés à la structure des revenus de la population. Puis, on va parler des mesures de soutien et les bénéfices. Et après, on va parler de ceux qui ont bénéficié le plus des réductions d'impôts. Encore un élément qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'établissement de notre souveraineté financière, il faut parler des investissements, d'attraction des investissements pour améliorer le bien-être des populations. Andrei Borisovitch a parlé des personnes juridiques, des sociétés aujourd'hui, et nous, on va voir cette problématique du point de vue des populations. Donc, on va parler de charges de poids des impôts. Et je pense que pendant le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, on a entendu très souvent que le poids des impôts va être augmenté pour les personnes physiques. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui pendant notre présentation. Alors, voilà les indices. Donc, vous voyez l'augmentation des prix en 2022 et vous voyez ici les revenus par habitant, les revenus monétaires par habitant. En ce qui concerne le revenu monétaire réel, ici, la situation générale est moins homogène, mais si on voit le début de l'année 2023, on peut appeler cette situation stable.
Si on voit certains groupes de population, on va voir que début 2023, on a vu l'augmentation qu'augmentation a commencé dans certains groupes, groupes 1 et 2. En ce qui concerne les groupes avec la situation la plus faible, bon, on va voir, on voit le changement de la situation aussi et ils sont soutenus par les bénéfices qu'ils reçoivent. Après, on peut voir la structure des revenus monétaires de la population. Donc, vous voyez ici la période à partir de l'année 2019. Et si on prend les périodes d'avant, la situation était pareille. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, si on prend tout le revenu pour 100%, on voit que la partie des avantages sociaux augmente. Et on voit que cette augmentation était observée même avant. Donc, si on prend la période plus élargie, on pourrait voir que les salaires sont assez stables. Et puis, pendant le temps récent, on voyait la diminution des revenus provenant d'activités entrepreneuriales. Mais en même temps, en 2022, on voit que ces tendances changent et le service d'impôt aussi a constaté une certaine activation des entrepreneurs. Donc aussi, il est très important de voir comment les gens dépensent leurs revenus. Malheureusement, on voit que de moins en moins d'argent est dépensé pour l'achat des biens et services. Et puis on voit que le charge des paiements obligatoires se diminue. Puis on voit que le taux de pauvreté se diminue. On voit que en 2022, le taux de pauvreté est 9,8% et c'est le minimum pour la période à partir de 1992. Mais je pense que ces indices, ces résultats sont liés au soutien de la part du gouvernement pour les groupes de population les plus pauvres. On a vu qu'il y avait le soutien pour les enfants avant la rentrée. Et ici, vous voyez les résultats sur les inégalités. Et ici, encore une fois, la situation est assez stable. On voit que le coefficient de Gini est assez stable et le ratio des fonds et le rapport des déciles, le rapport entre le revenu des 10% les plus riches et le revenu maximum des 10% les plus
pauvres. Bon, on ne peut pas appeler cette situation très optimistique, mais c'est pas catastrophique. Dans cette situation, il est aussi très intéressant de voir et noter qu'il y a une différence très importante entre les régions. Donc, la situation entre les régions est très hétérogène. Et si on voit l'écart entre les revenus médians dans les régions riches et pauvres, bon, bien évidemment qu'on a des régions riches et des régions pauvres, mais là, la différence peut être aussi grande que 3 fois ou 4 fois dans le cadre du même indice. Il y a des régions où la pauvreté est supérieure à 20% et ce niveau est bien évidemment très différent du niveau moyen pour la Fédération de Russie et très loin des régions les plus riches. Donc, maintenant, je voudrais voir les questions suivantes, et notamment les changements de politique budgétaire, comment ça change et comment on soutient différents groupes de population. Donc, premièrement, on soutient les familles avec les enfants de l'âge de 8 à 12 ans. Il reçoit le soutien monétaire. Je pense qu'il est très clair avec les versements et les allocations pour ces enfants. Et en ce qui concerne l'épargne de la population, je pense qu'on peut penser que la plupart de ces bénéfices qui sont assurés pour les populations, ce soutien vise plutôt les gens plus aisés. Donc, premièrement, on voit qu'on applique l'exonération de l'impôt sur les revenus des personnes physiques sur le revenu des dépôts bancaires perçus en 2021-2022. Et en plus à ça, on a appliqué l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour le revenu de la vente d'or en lingots. Et on comprend que c'est pas tout le monde qui possède d'or en lingots. Donc ici, il s'agit plutôt des personnes âgées. Pardon, de personnes aisées. En plus, les mesures suivantes ont été appliquées: exonération de la TVA pour les opérations de vente des métaux précieux en lingots par les banques aux particuliers. Et puis, on voit l'exonération de la TVA pour les opérations de vente de diamants naturels traités par les banques aux particuliers. Bon, encore une fois, pas tous les particuliers peuvent posséder assez d'argent pour acheter des diamants. Peut-être une des mesures qui est plus proche au groupe de population plus large, c'est ce qu'on peut que les populations peuvent recevoir une déduction fiscale
pour les dépenses liées au paiement des services médicaux et cette déduction est accessible aux enfants. Ici, on voit que la limite d'âge était augmentée jusqu'aux 24 ans. En 2023, on pense que par rapport aux paiements qui sont consacrés aux familles avec les enfants s'élèvera à plus que 1400 milliards de roubles. Donc, cela concernera plus que 10 millions d'enfants. Puis, en tant que les mesures proposées, on voit l'extension du droit à la déduction fiscale des dépenses pour le paiement des services médicaux fournis aux enfants. Puis il y a l'exemption d'impôts, non seulement pour les indemnités de licenciement, les salariés mensuels pour la période d'emploi, mais aussi pour toute autre indemnité versée lors du licenciement d'un employé prévu par la loi. Donc, pour ceux qui vont être licenciés vont recevoir de la soutien 13%, mais néanmoins, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu de soutien quand même. Maintenant, parlant de la souveraineté financière, on ne peut pas parler de tous les différentes mesures qui ont pris pour atténuer la stabilité financière. Mais ici, on introduit le nouveau type de compte d'investissement pour les personnes physiques. Donc, il y aura une exemption des impôts et déduction des impôts pour les personnes physiques. Mais cela n'est possible que pour les gens qui utilisent les comptes d'épargne pendant plus que 5 ans. Et aujourd'hui, c'est une perspective assez risquée, je dirais. Généralement parlant, voici la situation avec le revenu de la population. En ce qui concerne les revenus de la population empesés, donc les revenus qui sont empesés correspondent à 41 000 milliards de roubles. Donc ici, on voit l'augmentation importante par rapport à la période précédente. L'augmentation qui s'élève jusqu'à presque 19%. Cette croissance, cette augmentation est définie par les statistiques officielles et c'est un résultat calculé par le service d'impôt qui se base sur leurs revenus, les impôts des personnes physiques, sur les revenus des personnes physiques qui sont détenus par l'agent, les services d'impôt.
Il est très intéressant de voir le commentaire de service d'impôt ici. Ils disent que le volume de revenus de la population s'augmente grâce, grâce à le changement de leurs revenus qui indique à la fois la croissance de leur salaire et le rétablissement de leur activité commerciale. Même si cette situation se présente très favorablement, mais si on pourrait améliorer la situation des entrepreneurs même plus. Maintenant, ils veulent augmenter la charge documentaire. Comment était la situation, quelle était la situation avec les personnes auto-employées? Même si on parle d'un individuel ou d'une entité légale à qui cette personne auto-employée a prêté des services, avant, il suffisait seulement de donner une chèque, un reçu, et maintenant ils veulent que les auto-employés donnent un tas de documents. Et donc, ces travailleurs indépendants, ces travailleurs autonomes, peut-être vont revenir dans le secteur gris de l'économie. Et il faut aussi parler des sommes des recettes fiscales. Donc, ce sont les revenus du budget. Et il y a des corrélations assez intéressantes. En 2022, les taxes avec l'impôt sur le revenu des individuels étaient de 5,7 mille milliards de roubles. Et ce n'est pas très important, même qu'il y a eu une croissance par rapport à l'année précédente, parce que là, la situation n'était pas typique. Il y avait une baisse de revenus, des revenus officiellement déclarés aussi, mais 17% de croissance pour les revenus fiscaux, ça c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. En ce qui concerne les recettes qui vont via les agents fiscaux, c'est 5,5 mille milliards de roubles, donc c'est presque toute la somme, tout le montant. Et une petite partie qui reste est liée au montant que les citoyens ont déclaré eux-mêmes. Cela peut être la vente des biens, par exemple, qui doit être déclaré, qui doit être imposé. Cela peuvent être des entrepreneurs qui ont des fermes, par exemple, qui doivent déclarer leurs revenus eux-mêmes. Mais nous avons vu que, en général, les montants étaient transférés par les agents fiscaux. Donc, premièrement, ce sont les salaires, ce sont les dividendes, des revenus selon d'autres outils, instruments. 5,5 mille milliards de roubles. Qu'est-ce que nous voyons plus loin? Bon, là, les analystes disent que cela s'est passé grâce à l'augmentation des primes, des dividendes, des revenus, des opérations avec les papiers. Mais quand nous parlons des dividendes, nous touchons ce marché de fonds ou ces investissements potentiels qui vont peut-être apporter des revenus. Nous avons parlé du fait que c'est un segment très actif. Le montant de revenus, là, je ne parle pas de l'impôt, mais des bénéfices, des gains. Ce montant qui a été imposé ensuite, en 2016, c'était 1,1 mille milliards. En 2022, c'est 4,4 mille milliards. Bien sûr, nous ne pouvons pas le comparer avec ce que nous voyons dans les
engagements liés au travail. Malheureusement, là, on a les informations que pour 2021 et 2022, mais vous voyez qu'il y a quand même une grande différence entre 31,6 et 35,4. Mais des montants assez importants peuvent être trouvés dans les revenus qui ont été reçus en tant que dividendes quand même. Et il y a des situations très intéressantes qui se passent parce que le ratio change. Je vais expliquer pourquoi c'est important. Regardez, 2016, donc ce qui est imposé avec le taux de 13%, c'est 1 000 milliards. 2022, c'est même un peu moins, c'est 0,9. Avec le taux de 15%, 2016, c'est 0,1. En 2022, c'est 3,5. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et on explique de façon très primitive, ce qui est imposé avec le taux de 13%, ce sont les dividendes qui ont été reçus par les résidents fiscaux russes. Et ce qui concerne 15%, le taux de 15%, ce taux est utilisé pour les revenus qui sont payés aux non-résidents. Donc, c'est l'argent qui a quitté le pays, qui a été imposé, mais le revenu lui-même a quitté le pays. Et regardez quelle est la différence dans le ratio. Donc, la perspective de ce que les moyens des individuels vont être investis à l'intérieur de la Fédération de Russie. Si nous nous basons sur ces données, on a des questions qui se posent. Surtout, nous voyons que ça commence, bon, en 2020 non, mais en 2021 et 2022, il y a cette transition. Malheureusement, nous n'avons pas encore les données pour 2023. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe plus tard. Et encore un point qui provoque des doutes bien fondés en ce qui concerne les grands espoirs pour attirer les moyens des personnes physiques, des individuels en tant que financement. Parce que le montant moyen, nous allons le voir, le montant moyen d'un compte d'investissement individuel n'est pas élevé. Et même pour 2022, et ça, ce sont les données officielles de la Banque centrale, le volume des actifs qui étaient déjà déposés au compte d'investissement individuel ont réduit. Il y a beaucoup de comptes qui ont été fermés. Donc, par exemple, il y a eu cette période de 3 ans qui a fini, qui a été terminée, et les personnes ne veulent pas continuer ce processus parce que l'attractivité baisse. De plus, ce qui augmente, c'est la part des comptes des clients dont le volume des comptes était moins de 10 000 roubles. La part de ces clients était très élevée avant aussi. Il y a des évolutions différentes. Durant les périodes différentes, il y avait quelques 75% de tels comptes avec les valeurs vraiment pas élevées. Bien sûr, dans certaines régions, il y a des euh, volumes différents, mais l'image générale n'est pas très positive. Et en général, le montant moyen du compte a été réduit par deux. Donc, il y a beaucoup de comptes qui sont les comptes de moins de 10 000 roubles, mais ça a provoqué aussi une baisse dans le montant en général. Et on ne peut pas dire que c'est vraiment une très grande ressource des investissements potentiels. Et encore une fois, la question de la charge fiscale, on dit qu'il faut augmenter la charge fiscale.
On discute aussi de la question si on doit introduire une échelle progressive. Et vous savez, avant, jusqu'à un certain moment, j'étais vraiment une partisane de l'échelle progressive, des taux progressifs des impôts. Et maintenant, j'ai des doutes. J'ai vu certains chiffres, c'est un des aspects qui me fait réfléchir. Et il y a encore un point, c'est le fait comment cette échelle progressive sera formulée, parce qu'il y a une grande probabilité ou un risque du fait que ceux qui vont souffrir ou bon, la charge va se poser sur ceux qui ne sont pas des super oligarques. Ce seront, on peut dire, les personnes lambda, la classe moyenne, entre guillemets. Donc, qui ressentira la charge principale fiscale. Et c'est un trait caractéristique de notre système, même maintenant, la charge fiscale, le fardeau fiscal sur les couches de la population les moins aisées est plus élevé que la charge fiscale sur les groupes les plus aisés. Donc, un point. Nous avons déjà quelque chose semblable à une échelle progressive, parce que si les revenus dépassent les 5 millions de roubles par an, et ces revenus sont imposés avec le taux d'imposition de 15%. Je ne l'appellerai même pas une progression, cette échelle, parce que cela aurait été plus transparent pour voir ensuite comment les ressources sont dépensées. Il fallait le faire, le formuler comme un impôt cible à part. Donc, juste comme un impôt séparé. Et par exemple, ces ressources pouvaient être utilisées pour traiter les enfants avec des maladies rares, des maladies sérieuses, etc. Mais voilà, cela a été introduit dans l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Et maintenant, c'est comme ça. Nous rappelons les chiffres de 5,7 et de 5,5 et un peu moins d'une cinquième partie de cela, c'était grâce à cette progression. Donc, c'est bien, le budget a reçu plus de revenus, plus de recettes. Il y a une autre question qui est presque résolue pour introduire un taux plus élevé, un taux de 18% qui concerne les revenus. Ah oui, je l'ai presque. Cela concerne les revenus de plus de 50 millions d'euros par an. Voyons que les montants, les chiffres plutôt sont assez intéressants, que pour les années de 2021-2022, il n'y avait que 19 000 personnes dans le pays entier qui avaient plus de 50 millions d'euros par an de revenus. Et cela veut dire que les autres, soit ils se cachaient, soit il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent de tels montants. Et d'après les calculs des analystes, nous pouvons recevoir encore 100 milliards de roubles si on introduit ce taux plus élevé. Et si on compare avec les recettes précédentes, nous comprenons que ce n'est pas vraiment beaucoup, bien que le montant est important. Maintenant, je touche à la fin de ma présentation. Je n'ai presque pas plus de temps. Vous voyez certaines conclusions. La première conclusion, c'est que les mesures d'impôt, les mesures fiscales ne sont pas suffisantes et ne sont pas très stimulantes pour améliorer la situation de la population, et de l'autre côté, pour stimuler l'activité des entrepreneurs parmi la population. Nous parlons des indépendants, des PME,
par exemple, des sociétés familières, des sociétés familiales, des fermes peut-être. Et ce n'était pas très rationnel euh, d'exempter de la TVA la production de l'or, oui, et des diamants, que de soutenir les familles, etc. Parce que nous comprenons, oui, ces chiffres, c'est 13%. Et les questions liées à un taux progressif doit être résolue, mais il faut avoir une approche très attentive parce que finalement, ceux qui sont pauvres, ils auront leurs allocations, les riches trouveront une voie pour éviter de payer ces impôts et la majeure partie des dividendes est payée à ceux qui ne sont pas les résidents fiscaux de la Russie. Nous l'avons vu avec les taux appliqués. Et donc, cette question peut être résolue de cette façon. Et ce qui concerne les allocations, oui, cela doit être correct, c'est bien, mais il faut comprendre que ce sont des mesures juste pour une certaine période de temps. Peut-être qu'il ne faut pas juste donner de l'argent, un peu d'argent à la population, mais il faut stimuler leurs activités, il faut les soutenir. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, Elena. Vous pouvez fermer votre présentation. Oui, oui, bien sûr, pour qu'on puisse voir les participants. Comment est-ce que je peux la fermer? Voilà, c'est comme ça. Chers collègues, qui voudrait poser une question? Bien. Donc, dans ce cas-là... Ah, non. Oleg Goftwein, vous avez la parole. Ma question est très simple ou bien très difficile en ce qui concerne les dernières phrases. Qu'est-ce que vous comprenez comme stimulus, stimulation? C'est une question vraiment très difficile. Merci beaucoup pour votre question. Donc, comment est-ce qu'on peut stimuler? Par exemple, simplifier le processus de faire les rapports, de faire les documents pour les entrepreneurs individuels, pour les indépendants, euh, faciliter les processus, parce que même si nous parlons des entités légales, je ne parle même pas des personnes physiques, des fois c'est très difficile de recevoir une subvention, c'est très difficile tout le processus, hein, les documents, etc. Parce que, par exemple, si une entité légale voulait commencer les vacances fiscales, par exemple, et même durant la pandémie, quand il y avait un soutien pour certains secteurs de l'économie ou pour certaines catégories des gens, j'entendais de la part de mes connaissances que c'était impossible de recevoir ce soutien parce il fallait remplir des tas et des tas de documents. Donc, peut-être que ce ne sont pas vraiment des stimuli, mais la création de bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup. Et dans ce cas-là, je vais poser aussi une question à Elena. La partie de votre rapport où vous comparez les régions russes, oui, vous parlez du taux de revenu de la population. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez comparé les revenus nominaux sans prendre en compte la différence des paniers de consommation ou en prenant en compte cette différence? C'était seulement dans un endroit où je parlais des tendances, c'était nominal et réel. Mais les autres, c'est selon les données d'Eurostat, donc c'est nominal. Mais vous adhérez à cette opinion qui a été exprimée par Anatoly Suvorov que si on prend en compte le prix du panier de consommation, la différenciation des revenus réels dans les régions russes sera moindre que cela ne paraît si on utilise les statistiques nominales. Vous savez,
Oui et non. Oui et non, parce que vraiment, nous parlons du fait que il y a des articles qui coûtent différemment, qui ont des prix différents dans les régions différentes. Mais je peux partager mes impressions. Il y a plusieurs années, j'ai été dans la région de Lipetsk par hasard. C'était des petites villes, en fait, et où je voulais juste aller dans un magasin pour regarder quelle était la situation. Et j'avais un choc culturel quand je suis arrivée dans un magasin de vêtements. J'ai vu des vêtements qui étaient produits localement, vraiment pas très à la mode, et les prix étaient presque plus élevés qu'à Moscou. Et les salaires, vous comprenez quels étaient les salaires, donc on ne peut pas penser juste comme ça. Et encore, on peut dire plus si nous parlons des impôts, etc. Je Et moi et mes collègues, n'oubliez pas que nous devons encore essayer de différencier les montants des exemptions, des crédits impôts différents parce qu'il y a des différences dans les régions différentes. Bon, là, je suis d'accord, même si on ajoute des facteurs qui assouplissent la situation, cela ne nous permet de nier euh, le fait qu'il y a une différence flagrante entre les régions. Et dans ce cadre, nous sommes toujours un grand parti comme un pays de ce groupe des économies en voie de développement, où on voit que les régions perdent les ressources qui se concentrent dans les villes centrales. Bon, mais en fait, les mêmes problèmes sont perçus en France, selon les collègues. S'il n'y a plus de questions, je remercie Elena.